Je vais inviter donc les intervenants à venir me rejoindre sur l'estrade donc pour cette première session plénière consacrée aux politiques de décarbonation. Sont-elles à la hauteur des enjeux? C'est la question à laquelle nous allons essayer de vous apporter des éléments de réponse. Donc avec François Deroche, président de l'AFPA, que je propose de venir me rejoindre sur l'estrade, David Marchal, directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'ADEME, Stéphane Moser, qui est directeur général adjoint de l'énergie, responsable unité et produits bâtiments à la Commission européenne, accompagné de Philippe Rivière, qui sont chargés de mission, et puis Diane Simu, pour finir donc ce tour de table, avec directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la DGEC. Et donc je vous propose de tous les accueillir, effectivement. Alors, permettez-moi de faire quelques aménagements, voilà, sur l'estrade pour pouvoir avoir en ligne de mire donc tous les intervenants et intervenantes. Merci à vous toutes et tous d'être là. Donc, vous l'avez vu, la question de cette table ronde qui va nous occuper pendant 1 heure et au terme de laquelle vous pourrez poser vos questions. Enfin, pas tout à fait au terme parce qu'en fait, l'heure inclut effectivement notre temps d'interaction avec vous dans la salle. Donc, vous n'hésiterez pas évidemment à nous faire part de vos remarques et questions. Donc cette session est consacrée donc aux politiques de décarbonation et je me tourne pour commencer ce tour de table vers Diane Simu. Bonjour. Vous pouvez prendre un micro, peut-être. Soyez la bienvenue. Donc je le disais, vous êtes la directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la DGEC. Avec vous, peut-être poser le cadre effectivement de la stratégie française en matière de décarbonation parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers mois avec la stratégie française énergie-climat, avec la révision de la stratégie nationale bas carbone, avec la PPE, avec une loi énergie-climat dont il y a eu beaucoup d'atermoiements. Est-ce que vous pouvez nous reposer le cadre finalement? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces derniers mois et quelle est finalement la direction vers laquelle on va? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour poser les grands enjeux, vous le savez, on s'est doté en Europe et en France d'objectifs de décarbonation qui sont ambitieux, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et un objectif intermédiaire en 2030 de division par 2 de nos émissions brutes. Alors, où on en est aujourd'hui? Si on regarde dans le rétroviseur les 5 années passées, le quinquennat passé, on a doublé le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On était avant à 1% par an, on est passé à 2% par an. Si on regarde par rapport au chemin qu'il faut parcourir entre 1990 et 2030, on a fait la moitié du chemin. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se dire qu'on a déjà fait la moitié du chemin. On peut aussi se dire que finalement, il va falloir qu'on fasse autant en 7 ans que ce qu'on a fait en 33 ans auparavant. Et donc, ça veut dire qu'il faut encore qu'on double, plus que double, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre 5% par an. C'est ambitieux. C'est atteignable. Si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, en 2023, on n'a pas les chiffres définitifs pour toute l'année, mais pour les 9 premiers mois de l'année, on a réduit de 4,6%. Donc, vous voyez que la marche est haute, mais on pense qu'elle est atteignable. Et donc, pour y arriver, on s'est doté d'un plan, le plan France Nation Verte, qui est un plan collectif qui associe l'État, mais aussi les collectivités, les entreprises, les ménages, et qui vise à dire comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif d'ici 2030. Et ça s'appuie sur une cinquantaine de leviers et actions. Et pour chacune, on a le chemin. Et pour chacune, on a les jalons et les moyens qui sont mis en face pour y parvenir. C'est vraiment à ça que tient la crédibilité de ce plan. Évidemment, ce plan, il est décliné par secteur, avec un secteur qui est particulièrement important, qui est celui du bâtiment, qui représente 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour ce secteur-là, l'objectif de décarbonation, il est encore plus important, parce que c'est un secteur dans lequel les technologies sont relativement matures, on va en parler aujourd'hui. Et donc, l'objectif, il est de près de 60%
d'ici 2030 par rapport à 2021. Donc un objectif qui est particulièrement important pour le secteur du bâtiment et donc des implications très fortes en matière de sortie du chauffage fuel, une sortie de plus de 75% des chauffages fuel, sortie importante aussi des chauffages gaz à cet horizon. Vous parliez tout à l'heure de la stratégie française énergie-climat. On a mis en consultation en novembre dernier le volet PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui parle pas seulement d'électricité. En France, on aime bien beaucoup parler d'électricité et se battre sur le renouvelable, le nucléaire, etc. Mais ça passe en fait à côté, ce qui est pour nous l'un des plus gros enjeux, qui est la chaleur. La chaleur, c'est un peu moins de la moitié de notre consommation d'énergie finale. On n'en a qu'un quart aujourd'hui qui est renouvelable. Et pour atteindre nos objectifs de sortie des énergies fossiles, de décarbonation, on mise sur plus qu'un doublement de la chaleur renouvelable d'ici 2035. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est encore plus important pour les PAC. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Parce que je le disais, ces derniers mois, il y a eu pas mal d'atermoiements. Finalement, on était beaucoup dans l'attente d'une loi. Aujourd'hui, quel est le planning? Alors aujourd'hui, le planning, donc on a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été mise en consultation en novembre. On a aussi un projet de stratégie nationale bas carbone qui est préparé. On doit à la Commission européenne pour juin un plan national intégré énergie-climat qui va décliner à l'horizon 2030 et au-delà le plan. Dans les prochaines semaines, on va lancer la concertation autour du plan global PPE, enfin SFEC, donc Stratégie française énergie-climat, à la fois le volet programmation pluriannuelle de l'énergie et stratégie nationale bas carbone, à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050, pour lancer ce qui est par ailleurs une concertation obligatoire pour pouvoir finaliser ces deux documents. Quand vous dites une concertation obligatoire, vous voulez dire CNDP, enfin au sens de une concertation obligatoire avec garant qui est prévue par les textes réglementaires pour adopter ces planifications. Alors Stéphane Moser, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur général adjoint de l'énergie, responsable d'unité et produits bâtiments à la Commission européenne. Yann Simu évoquait effectivement la cohérence des politiques françaises et européennes. Est-ce que vous pouvez là aussi nous replanter le décor de ce qui se passe au niveau européen? Quelles sont les directions qui sont données en matière de décarbonation? Merci beaucoup, Monsieur Hacher. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En effet, à l'Union européenne, pendant ce mandat qui vient de s'écouler de la Commission européenne, on a essayé vraiment de renforcer le cadre réglementaire, mais aussi les aides financières qui sont disponibles pour les États membres et pour le secteur, d'accélérer la transition nécessaire, climat, énergie, mais aussi, je dirais, durabilité plus large, parce que ça concerne aussi les matières qui sont utilisées. Et maintenant, on a donc presque fini l'adoption de ce cadre réglementaire. Cette semaine, à Strasbourg, aussi, l'accord du Parlement européen sur la nouvelle directive bâtiment qui crée aussi des incentives, des incitations pour les pompes à chaleur, implicitement, parce que bien sûr c'est un cadre plus large. Ça demande, comme Madame Simieux a dit, de planifier au niveau national énergie-climat, mais aussi spécifiquement pour les bâtiments, comment mettre les priorités, comment définir les priorités. Quel est l'investissement le plus utile pour la société, rénover les immeubles, les bâtiments les moins performants, les identifier et puis voir ce qui peut être fait le plus utilement possible pour progresser, pour faire du progrès dans la société. Bien sûr, c'est l'aspect énergie-climat, mais aussi les aspects confort,
santé, intégration sociale qu'il faut mettre sur la table. Sur les pompes à chaleur... peut-être avant, si vous le permettez, quand on parle de pompes à chaleur, parce que là, dans un premier tour de table, l'idée, c'est effectivement de dresser le cadre global au niveau des politiques générales, énergie, climat. Il y a effectivement des grands textes en fait, fondateurs. Je dis, il y a le Fit for 55 et le Repower EU. Comment est-ce que tout ça vient chapeauter effectivement la politique spécifique en matière de bâtiments d'une part et de production d'énergie de chaleur renouvelable? Oui, donc il y a une directive sur le renouvelable qui essaie d'augmenter le contenu renouvelable dans l'économie ou aussi dans les bâtiments. Puis la directive bâtiment qui essaie de doubler au moins les rénovations et aussi rénovations profondes. Puis on a notre législation produit de laquelle Philippe s'occupe, mon collègue juste à côté. Donc pour voir quel est le rôle de eco-design, des labels, information des consommateurs, comment est-ce qu'on peut mieux informer le secteur, comment est-ce qu'on peut accélérer aussi les permis, ça c'est très important. Puis au niveau des politiques nationales, comment est-ce qu'on peut mieux donner des signaux clairs, rendre moins cher l'électricité et mettre plus de charges sur les énergies fossiles pour avoir des incitations économiques. On a aussi le système d'échange de quotas qui a été étendu aux bâtiments et au transport qui aura des effets dans la même ligne, donc de donner un signal clair. Et on a aussi l'organisation du marché qui vient aussi d'être convenue en décembre, qui va être adoptée bientôt au niveau Parlement européen et Conseil pour avoir un design, une organisation du marché intérieur plus performant. Et sur la taxation, la fiscalité aussi, pour utiliser la marge le plus que possible au niveau des États membres pour inciter les solutions décarbonées, y inclut les pompes à chaleur. Donc ça, c'est un peu le cadre qu'on a. Et en même temps, on essaye de mettre en place des politiques. On est toujours dans la réflexion comment mieux surmonter les barrières qui existent. Donc, coût, d'un côté, l'innovation, le développement et les incitations, la formation, donc les compétences des installateurs, les capacités dans l'industrie. Nous avons créé ici nous sommes en train de créer une plateforme, on peut dire un accélérateur pour observer et puis accompagner le marché à se développer dans cette direction. Donc augmenter, comme Madame Simieux dit, nettement les chiffres, essayer aussi de créer de la stabilité, de la continuité, de la prévisibilité pour tout le monde. Parce que ça, c'est l'aspect le plus dangereux, qu'il y a un stop and go, donc des changements fréquents de direction, trop peu de prévisibilité pour le secteur, pour investir, aussi pour mettre sur une route stable, donc le développement du marché de décarbonation, y inclut les pompes à chaleur. Effectivement, François Deroche parlait de cette nécessaire stabilité en introduction. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau français? Alors, je ne vous demande pas forcément de juger bien, pas bien la politique française, mais comment est-ce qu'elle s'aligne effectivement avec les objectifs européens, selon vous? La politique française s'intègre et s'aligne et a inspiré aussi les politiques européennes, on peut dire, je dirais au niveau des meilleures pratiques même. Inspiré donc les outils utilisés ont inspiré certainement aussi la directive bâtiment, mais aussi votre progrès en France est extrêmement impressionnant par rapport à d'autres pays, déploiement des pompes à chaleur.
Et ça, je dirais, va dans une très bonne direction. Mais bien sûr, on a les mêmes défis partout. Donc, comment on peut encore accélérer, comment est-ce qu'on peut encore approfondir et surmonter donc les différents défis et la complexité de certaines rénovations, les coûts, bien sûr, comment est-ce qu'on peut organiser le marché, comment est-ce qu'on peut attirer du financement privé aussi, parce que les fonds publics ne suffiront pas, clairement. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer et mettre ensemble des sources publiques et des sources privées. Et ça demande bien sûr une interaction et des consultations très, très étroites et profondes entre les différents acteurs. Merci à vous pour cet éclairage. Diane Simu, effectivement, Stéphane Moser reprécisait à chaque fois la PAC, la position de la pompe à chaleur, effectivement, dans le processus de décarbonation du bâtiment. Alors là, ce ne sera pas une surprise, on est devant un parterre de spécialistes de la pompe à chaleur qui sont évidemment en attente d'informations concernant plus particulièrement leur secteur. Vous le disiez, quand on parle décarbonation, quand on parle énergie renouvelable, on a très souvent un tropisme en France, on revient vers l'électricité, mais en même temps, la chaleur ne doit pas être oubliée. Et pourtant, on pense souvent PV, on pense souvent éolien, on pense souvent biomasse. Quelle est finalement la place qui est aujourd'hui celle de la pompe à chaleur dans l'arsenal, en fait, ou dans la stratégie que s'est fixée la France pour décarboner ? On a de très fortes ambitions pour la pompe à chaleur. C'est absolument essentiel pour atteindre nos objectifs. Je parlais tout à l'heure de nos objectifs en matière de plus que doublement de la part de chaleur renouvelable d'ici 2035. C'est beaucoup plus en fait pour la pompe à chaleur. L'augmentation pour la pompe à chaleur, c'est le plus grand. Si vous regardez dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été mise en consultation en novembre, c'est la plus grosse augmentation. C'est aussi dans la stratégie pour le bâtiment, c'est le plus gros levier qu'on va mobiliser pour la décarbonation. Donc une ambition très forte pour le secteur, avec des politiques qui doivent être à la hauteur de cette ambition. Vous le savez, le président de la République a fixé un objectif très ambitieux d'1 million de packs produites et installées par an d'ici 2027. Les ministres auront très prochainement l'occasion de présenter le contenu du plan. Je pense qu'il sera évoqué aussi tout à l'heure avec mes collègues de la DGEC, de la DGE, de la DHUP. Donc des objectifs très, très ambitieux. D'ores et déjà, le crédit d'impôt investissement industrie verte pour lesquels les textes sont déjà adoptés, un accompagnement financier qui soit clair et qui soit stable dans le temps. J'entends les interrogations de la filière, l'inquiétude face aux difficultés rencontrées par la filière ces derniers mois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister parce que donc, si on cumule MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros d'investissement dans l'installation de pompes à chaleur qui a été soutenu en 2023. Et ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Et je pense que les annonces qui ont été faites sur le fait de simplifier l'accès à MaPrimeRénov' pour la rénovation par geste, avec la suppression pour 2024 de l'obligation de fournir un DPE, avec la possibilité d'installer des packs aussi, de faire du monogeste dans les logements F et G, c'est aussi quelque chose qui vise à accélérer et à répondre aux besoins qui a été exprimé par la filière. Ça, on va effectivement y revenir parce que c'est le sujet de la deuxième table ronde, effectivement les aides à l'investissement pour l'installation de pompes à chaleur notamment, mais plus globalement pour la rénovation. Stéphane Moser disait tout à l'heure, effectivement, on a besoin des investissements publics, mais aussi privés. Là, vous nous disiez 1 milliard d'euros. C'est vrai que c'est une belle enveloppe. Néanmoins, à la question, les politiques de décarbonation sont-elles à la hauteur des enjeux ? Finalement, est-ce que 1 milliard d'euros, on se dit que c'est pas un peu court parce que finalement, comme le disait François Deroche, et je pense qu'il aura l'occasion de revenir dessus, aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur finalement des enjeux et tout ne se passe pas comme cela devrait pour décarboner aussi vite qu'on le souhaite. Tout à fait. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de donner un signal qui est très, très fort, qui est très clair,
aussi dans un contexte où on a un prix du gaz qui est redevenu à des niveaux qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'ils étaient avant. Et ça, je pense que j'étais en déplacement avec Bruno Le Maire lundi sur le thème de la sobriété énergétique. Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit quelque chose qui est dans le contexte budgétaire annuel, il n'y aura plus de bouclier. Et donc, il faut vraiment que tout le monde intègre ce point, c'est-à-dire que si le prix du gaz remonte, il va monter. On le sait, il ne va pas rester éternellement bas. Il n'y aura plus de bouclier. Donc, il faut que chacun... Il faut que chacun, en tout cas, s'y prépare. Il y a des signaux prix. Enfin, les textes européens prévoient aussi donnent cette visibilité, ce cap. Et donc, il faut bien avoir en tête ce point. C'est que il faut que chacun se prépare à cette éventualité d'une remontée du gaz et pas de bouclier pour l'atténuer. Et puis un autre point que je voudrais... je pense qu'un frein aussi à l'installation des pompes à chaleur, c'est parfois les idées reçues. Je pense que notre rôle aussi, c'est de lutter contre ces idées reçues et d'apporter un soutien fort de l'État à la filière, aussi dans la communication qui est faite. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent. Par exemple, les pompes à chaleur ne marchent pas quand il fait très froid, ou ça va faire exploser la pointe électrique. Et donc, on va prochainement publier un vrai faux pour lutter contre les idées reçues sur les pompes à chaleur. Alors Stéphane Moser, Philippe Rivière, au niveau européen, le plan pompe à chaleur, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a décidé donc que ce mandat qui vient de s'écouler n'était plus bon pour avoir un plan qui regarde un peu dans l'avenir aussi. C'est normalement pour la nouvelle commission qui entre, et il faudra certainement aussi regarder plus largement le secteur du chauffage et de refroidissement aussi, hein, donc heating and cooling, si je peux dire. Plus largement, quels sont les défis et comment est-ce qu'on va surmonter les barrières et donc les défis qui existent. Et les pompes à chaleur jouent un rôle extrêmement important dans ce contexte parce que c'est de l'électricité qui va bien sûr devenir de plus en plus important avec les sources renouvelables qui existent et qui vont être étendues énormément, solaire, vent, mais aussi donc l'utilisation directe d'énergie ambiante, donc renouvelable. Et donc, c'est une solution qui va jouer un très grand rôle, certainement. Bien sûr, nous n'intervenons pas directement sur les chiffres précis. C'est pour les gouvernements nationaux. Nous avons certainement une idée ce qui est nécessaire au niveau européen. Mais ce sera surtout pour les États membres de définir plus précisément donc, la stratégie de rénovation, y inclut pour l'intégration des systèmes pompes à chaleur dans des bâtiments, quelles sont les priorités, quels sont les bons chiffres. Mais au niveau européen, on essaie d'aider, donc de mettre ensemble les parties prenantes, les États membres, pour échanger donc les bonnes pratiques, pour définir aussi le cadre éco-design, label pour l'énergie, et pour donner des recommandations sur les plans nationaux, mais aussi ce que les États membres doivent faire sur les solutions combinées, municipales, au niveau refroidissement, planification, pour intégrer donc mieux le renouvelable dans le système urbain, national, et aussi intégrer les secteurs de la mobilité aussi, et les bâtiments, hein, donc, parce que renforcement des réseaux, quels sont les investissements à prendre, et nous avons besoin d'une approche, je dirais, combinée, donc qui va au-delà des différents
secteurs et silos à l'intérieur du secteur de l'énergie, mais aussi plus largement développement urbain, intégration de mobilité et des bâtiments, planification des réseaux et la planification du territoire en général. Donc c'est beaucoup plus large que traditionnellement ça se fait. Mais Philippe, tu peut-être voudrais encore dire quelque chose sur tes dossiers. Donc sur le plan d'action pour les pompes à chaleur, effectivement, on a identifié un certain nombre de blocages qui sont aussi ce qu'on retrouve à la base de l'action des ministères en France, et effectivement un certain nombre de blocages, de barrières qu'on espère pouvoir lever à terme. Donc, ça ne sera pas forcément sous la forme du plan d'action tel qu'il avait été sur lequel on a travaillé les années précédentes. Les plans, les freins, les blocages que vous évoquez, ce sont les mêmes qu'évoquait Diane Simu, les préjugés sur la pompe à chaleur, c'est ce genre de choses? Cela aussi, le manque de main-d'œuvre, les problèmes liés aux subventions, aux besoins de subventions, les mêmes freins effectivement. Hein, et puis il y en a probablement d'autres qui vont venir au fur et à mesure où on va développer la filière, et on espère aussi suivre dans le temps les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent et les résoudre au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Alors François Deroche, vous qui êtes donc président de l'AFPAC, quelque part les premiers concernés par une approche de terrain, une approche pragmatique. Là, on a effectivement revu donc les stratégies globales, on a pointé le besoin de cohérence, l'alignement des différentes stratégies. Quelle est quelque part la part de l'AFDAS, de la PAC, pardon, excusez-moi, l'AFDAS n'a rien à voir, c'est une déformation professionnelle, veuillez m'en excuser. Quelle est la part, la contribution de l'AFPAC dans la prospective, dans les stratégies? Déjà peut-être des éléments de réflexion, de réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, tout à fait. Donc, l'AFPAC a été sollicitée par les pouvoirs publics, par les équipes de Mme Simiou, pour participer à la préparation de la SFEC, donc c'est-à-dire de la révision de la PPE et de la stratégie nationale bas carbone. Et donc on a travaillé d'arrache-pied jusqu'à la semaine dernière pour donner notre vision prospective du déploiement des pompes à chaleur d'ici 2050, en tenant compte des enjeux que vous avez évoqués, enjeux politiques, mais aussi structurels, auxquels on va être confronté. Donc il y a des éléments de contexte qui ont été pris en compte. Donc la filière PAC, déjà, elle a levé tous les doutes sur la capacité des pompes à chaleur à se déployer dans le marché du neuf. La révision de l'AF-Gaz, il a fallu qu'on en tienne compte. Alors, dans la première révision, la première SNBC, on n'en avait pas tenu compte, la révision de l'AF-Gaz. Là, on l'a intégré. Le calendrier de l'AF-Gaz... AF-Gaz, vous pouvez peut-être repréciser? L'AF-Gaz, oui, c'est le règlement, une directive ou règlement, je ne sais jamais. C'est un règlement européen qui vise en fait à limiter l'usage des fluides frigorigènes en fonction de leur PRP, donc pouvoir de réchauffement planétaire. Voilà. Donc il y a un calendrier qui fixe par catégorie de produits, s'ils sont monomologues ou biblocs, différentes échéances. Donc on a tenu compte de ces calendriers dans les projections qu'on va vous présenter. Évidemment aussi, on a tenu compte de la dynamique du marché. Depuis le mois de septembre, le marché de la pompe à chaleur, notamment sur le RO, s'essouffle. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure en préambule. On a un marché qui est à moins 14%, on a un marché de la PAC géothermique qui stagne. Donc tout ça, on en a tenu compte également. On a pris également en compte des hypothèses structurantes qui concernent quand même, on regarde aussi le verre à moitié plein, on est convaincu qu'on aura une reprise et une accélération de la dynamique du marché, notamment dans la rénovation, en maison individuelle, entre aujourd'hui et 2030. On aura également probablement un fort déploiement des pompes à chaleur en rénovation dans les bâtiments collectifs. Je pense que tout le monde s'y emploie en ce moment à préparer tout ça. Et on a tenu compte également de la réduction des besoins de chauffage dû au renforcement de l'isolation du bâti. Donc d'après nos projections, comme vous pouvez le voir à l'écran, les technologies de pompe à chaleur devraient progressivement atteindre en fait entre 60 et 85% de part de marché selon les segments du neuf ou de la rénovation. Le marché annuel devrait ainsi croître de 208% entre 2023 et 2050.
Donc, entre aujourd'hui et 2030, le marché, il va être tiré par les enjeux de décarbonation des usages du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, par la sobriété, c'est-à-dire la baisse des besoins, la baisse des factures énergétiques des consommateurs, et le remplacement aussi, dans certaines configurations, ou en complément en fait de chauffage traditionnel, que peuvent être les chaudières ou les chauffages électriques, et je pense notamment aux pompes à chaleur RR. Donc en quantité, sur le graphique de gauche, vous voyez que 2050, le volume de vente annuel s'élèvera à 1,7 million de pompes à chaleur. Vous voyez avec les différentes barres de couleurs l'évolution par segment technologique. Il faut pointer quand même l'ambition sur la PAC géothermique. De 2025 à 2040, on estime qu'il y aura un fort développement de la géothermie, soutenu grâce au plan de l'ADEME, puisqu'il y a un plan géothermie assez efficace qui est mis en œuvre. Et puis, on a travaillé également avec notre membre, l'AFPG, qui travaille à établir en fait de nouvelles compétences, puisque une des clés, ça va être d'augmenter la capacité de forage, donc le nombre de mètres foreurs disponibles sur le marché français, qui permettra donc de faire baisser les coûts en fait du forage et donc de faciliter l'accessibilité de la géothermie. Il y a le plan vert également pour tous les bâtiments publics, où là, il y a de grosses ambitions également sur la géothermie. Pour la PAC Aéro, la PAC Aéro, elle continuera son développement en maison individuelle, mais également en collectif neuf et rénovation. Et puis, on va également voir des couplages d'hybridation, donc de pompes à chaleur avec des chaudières dans les chaufferies existantes. La PAC RR, elle, quant à elle, elle est tirée par le marché du tertiaire et de la maison individuelle. Sur le graphique de droite, ça nous a paru intéressant également de vous montrer le basculement qui va s'opérer sur le marché entre 2040 et 2050, puisqu'on va basculer sur le renouvellement. Donc ça veut dire qu'on va remplacer les pompes à chaleur qui auront été installées les années précédentes. Et on a tenu compte, et dans cette prospective également, de l'influence de la restriction en fait, sur le neuf, sur la loi d'artificialisation des sols, qui va limiter en fait, le développement de la maison individuelle en neuf. Bon, alors, ce fort développement, comme vous le voyez, ça va nécessiter des compétences, on en a un petit peu parlé. 30 000 installateurs, donc ça c'était les chiffres de l'AFPAC pour 2030, 20 000 installateurs, dans les 30 000 compétences nécessaires, on les divise en 20 000 installateurs et 10 000 mainteneurs. Il va falloir quand même que qu'on soit capable en fait d'attirer en fait ces compétences sur nos métiers, d'expliquer aux étudiants que les métiers de la pompe à chaleur sont porteurs de sens. Je pense que c'est important pour les jeunes maintenant de parler de sens, puisque ça permet de décarboner, donc de lutter contre le réchauffement climatique. Je l'évoquais tout à l'heure en préambule, c'est quand même aussi, il faut le dire, c'est des métiers qui sont rémunérateurs. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent quand on vient travailler sur nos métiers. Et puis en plus, si on a la volonté d'entreprendre, on peut se mettre à son compte et vraiment devenir un entrepreneur de la décarbonation. On a suggéré aussi au pouvoir public, notamment à l'éducation, de donner une coloration PAC dans les intitulés de formation. D'appeler un chat, quoi. Donc, et je crois, je vais citer l'exemple de la Solive qui a une formation en reconversion professionnelle qui s'appelle installateur de pompe à chaleur. Donc c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde. La Solive dont on aura d'ailleurs une intervention tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, comme je l'évoquais, on est en train de monter un consortium, justement, pour répondre à la MICMA, pour essayer d'apporter notre contribution et structurer tout ça. Côté industrie, le plan énergie verte a été élaboré. Le décret du 3 ICV est paru hier matin, je crois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais je laisserai M. Lacroix, le président d'Uniclimat, cet après-midi, nous parler de tout ça. Alors, j'ai un deuxième slide, voilà, on parlait de contribution à la chaleur renouvelable. Voici nos éléments. Donc actuellement, on a un parc de 7 millions de pompes à chaleur. On produit donc 39 TWh de chaleur. Avec le triplement du parc en 2035, on atteindra 116 TWh de chaleur renouvelable sur tous les segments de pompes à chaleur confondus.
Dans les calculs, ici, on a intégré donc, les pompes à chaleur hybrides dans la partie RO, puisque c'est le même système hein, en réalité. Voilà, donc que dire d'autre? Qu'on espère donc que la pompe à chaleur sera le premier contributeur du panorama de la chaleur renouvelable, hein, en produisant 190 TWh d'ici 2050. Voilà. Merci à vous François. Alors David Marchal, donc vous êtes directeur exécutif de l'expertise et des programmes à l'ADEME. L'ADEME, évidemment, tout le monde connaît. Vous êtes en première ligne quand il s'agit de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de décarbonation. Là, François Deroche a donné pas mal de chiffres. Quel est l'avis de l'ADEME, effectivement, sur la place de la pompe à chaleur pour la décarbonation de l'économie française ? Bonjour à tous, c'est bon, oui, ça fonctionne. Merci de m'avoir invité. Effectivement, donc David Marchal, pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, donc un établissement public sous tutelle du ministère. Effectivement, on a deux missions principales, éclairer, inspirer les décisions publiques et privées, et puis accélérer la transition. Et sur le sujet des pompes à chaleur, je pourrais revenir sur les deux sujets, à la fois donc la casquette expertise et puis la casquette accompagnement de la filière. Alors sur le sujet éclairer les décisions, effectivement, on a aussi produit on a aussi cherché à alimenter les réflexions sur la SNBC au travers de Transition 2050, qui était l'exercice de prospective initié en 2021, qu'on a finalisé la semaine dernière avec la publication des tout derniers feuilletons de Transition 2050 et la mise à jour de la synthèse. Et dans Transition 2050, effectivement, on a exploré différents chemins pour atteindre la neutralité carbone. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. C'est clair que les pompes à chaleur sont indispensables à la décarbonation. Le secteur du bâtiment, aujourd'hui, c'est encore 50% de fossiles. Hein. On a dit 18% des émissions de GES. Mais voilà, le chauffage, qui représente à peu près 50% effectivement de la consommation d'énergie finale française, dans le bâtiment, c'est encore 50% de fossiles. Donc il y a un enjeu énorme des pompes à chaleur pour accompagner se substituer aux fossiles. Un point peut-être qui n'a pas été abordé pour l'instant, c'est qu'on a effectivement également dans Transition 2050 essayé d'explorer ces compromis entre décarbonation, artificialisation des sols, etc. Tout ce sujet-là en fait. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans le sujet de la décarbonation du bâtiment, certes, le chauffage occupe une grande place, mais il y a aussi la décarbonation du contenu du bâtiment, l'énergie grise, qui représente 33% en fait, des émissions carbone du bâtiment. Donc, il faut garder ça dans le scope. Ça n'enlève rien au bénéfice des pompes à chaleur, mais il faut l'avoir en tête. Compléter, toujours sur l'angle prospectif, en fixant aussi l'enjeu à 2050. La neutralité carbone en 2050, d'après les calculs qu'on fait, ça veut dire 80-90% des bâtiments en DPE A ou B. Alors DPE A ou B, ça ne veut pas dire isolation absolument dans tous les cas. Le A et le B, il est aussi accessible avec des solutions décarbonées comme des pompes à chaleur, mais on voit bien l'enjeu. Aujourd'hui, je crois que c'est 6% du parc de bâtiments qui est en A ou B. Donc il y a un enjeu énorme à rénover massivement le parc de bâtiments, à faire de la rénovation performante, à commencer aussi tout de suite avec effectivement du monogeste, tout en se projetant finalement dans cette cible-là. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien l'idée de pouvoir planifier des rénovations en quelques étapes. On sait qu'une rénovation performante, elle est accessible par étapes. On ne se fait pas uniquement en une seule fois, mais en un nombre limité d'étapes. Alors pourquoi ? Parce que y a des interactions entre les corps de métier. Et plus on fait d'étapes, pour faire une rénovation performante, il faut à la fois changer le système de chauffage, les fenêtres, l'isolation des planchers et des murs, et aussi la ventilation. Enfin, il y a 6 postes qu'il faut regarder. Et plus on multiplie le nombre d'étapes, plus il y a des interactions qui risquent de mal se passer. Voilà. Donc c'est en cela qu'on invite aussi les acteurs à finalement se projeter dans une rénovation performante, même si la première étape passe par la décarbonation du système de chauffage, sans doute l'hybridation qui était mentionnée par M. Deroche, pour par exemple éviter de surdimensionner une pompe à chaleur sur un besoin
actuel de chaleur qui, si dans 5 ans on rénove les parois, va peut-être se retrouver surdimensionné, peut-être passer par de l'hybridation avec le moyen de chauffage actuel, par exemple, pour que la pompe à chaleur coûte moins cher, encombre moins et soit directement dimensionnée sur le chauffage, sur le besoin de chauffage global. Donc ça, c'est effectivement également donc des préconisations qu'on va faire dans un avis de l'ADEME qui devrait sortir demain sur les pompes à chaleur. Demain, d'accord. Ouais, exactement. Sur les pompes à chaleur et la décarbonation du chauffage. On cherche aussi, avec cette casquette expertise, à objectiver les performances. Les pompes à chaleur, c'est effectivement un objet central de la décarbonation du bâtiment. On a tous intérêt à ce qu'elle soit mise en œuvre dans les meilleures conditions pour éviter les contre-références, pour atteindre les meilleures performances. Donc on a tout un travail, et ça sera présenté cet après-midi par ma collègue Céline Laruelle, d'objectivation des performances avec la filière, de mesures in situ, à la fois, vous savez qu'on parle souvent des COP, les COP aujourd'hui sont normatifs, sont fournis par les constructeurs, donc on a intérêt à aussi savoir effectivement quels sont les coefficients de performance en conditions d'usage réel selon les niveaux de température, et ça, ça nécessite du temps. On a des travaux sur le sujet dont on pourra vous parler cet après-midi. C'est un point pour moi qui est important, puisque pour le dire simplement, le COP d'une pompe à chaleur, il est divisé par 2 quand on passe d'un chauffage à 70 degrés, de eau chaude à 70 degrés, à un chauffage à 35 degrés, voilà, à grosse maille. Donc on a intérêt à... Je l'ai peut-être dit dans le mauvais sens. Il est exactement, c'est pour voir si vous suivez, il est d'autant plus élevé que la température de chauffage de l'eau est faible. Et donc ça rejoint la question de la rénovation aussi, puisque effectivement pour pouvoir chauffer de l'eau à basse température, il faut un bâtiment relativement bien isolé, il faut des émetteurs basse température. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement des enjeux importants. L'enjeu effectivement d'objectiver les idées reçues sur la pointe. On a des travaux de RTE qui permettent d'objectiver tout ça. Voilà, et RTE dit en 2030 pourrait atteindre 6 gigawatts de pointe du chauffage en plus avec le développement globalement de chauffage électrique des pompes à chaleur. Donc 6 gigawatts, c'est pas rien quand même. Mais RTE dit c'est bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Dans les projections du mix électrique qu'on prévoit, 6 gigawatts, ça ne pose pas de problème. Ce qui est intéressant dans leurs travaux, c'est que il y a 2 sujets. Il y a le sujet de et si on rénove plus, qu'est-ce qui se passe? Donc si on rénove plus, ça peut permettre de baisser de 2 gigawatts ce surcroît de pointe. Là, je rappelle que la pointe historique du système électrique, c'est 102 gigawatts en 2012, donc plus 6, c'est quand même pas négligeable quand on parle en 5%, même si depuis 2012, on est loin d'atteindre cette pointe historique. Et l'autre levier pour abaisser cette pointe, c'est aussi de faire en sorte que les pompes à chaleur puissent se substituer en partie à de l'effet Joule. En 2018, on avait encore 9 millions de logements chauffés à l'effet Joule, donc c'est très significatif. Donc je pense qu'il faut voir la PAC comme un moyen effectivement de décarbonation, de substitution du fossile en priorité, mais aussi de pouvoir sortir un peu d'effet Joule pour aussi limiter l'effet sur la pointe électrique. Alors quand il s'agit de produire de la chaleur renouvelable à l'ADEME, on a l'outil du fonds chaleur. Comment est-ce qu'il est mobilisé pour accompagner le développement des pompes à chaleur ? Alors on a effectivement on a plusieurs casquettes sur la mission d'accompagnement. Le fonds chaleur pour effectivement le tertiaire, l'industrie, mais aussi depuis 2020, on a un autre outil avec France 2030 qui nous permet d'accompagner plus spécifiquement l'industrie et éventuellement donc des pompes à chaleur haute température, voilà, des objets qui sont beaucoup plus spécifiques pour l'industrie, donc dans la décarbonation des process industriels et de l'électrification. Dans le fonds chaleur, on peut se réjouir. En 2023, là, on va sortir le bilan du fonds chaleur très prochainement. On a les chiffres tout frais. En 2023, le fonds chaleur, c'était 600 millions d'euros pour accompagner donc la chaleur renouvelable. Historiquement, le fonds chaleur, c'est toujours plus de 50% de biomasse. La biomasse reste la solution la moins chère, donc la plus déployée. En 2023, on peut voir que la géothermie et les pompes à chaleur ont fait une augmentation de
plus 50% par rapport à l'année d'avant. Donc on est sur une dynamique de croissance et ça c'est très bien parce qu'on met quand même les pleins phares sur cette filière-là pour plusieurs raisons. La filière des pompes à chaleur de façon générale. Parce qu'il y a un bénéfice chaleur, froid, voilà, pour certains usages, confort d'été dans le tertiaire, etc. Donc ça, c'est important. Deux, puisque quand on se projette à 2030, à 2050, on voit apparaître des tensions sur l'usage de la biomasse dans tous les travaux SNBC, ADEME, etc. Et que l'usage de la biomasse pour faire de la chaleur basse température n'est pas forcément celui qui est le plus pertinent. Il en restera, il y a des dimensions sociales à l'usage de la biomasse, il en restera, c'est certain. Néanmoins, pour du chauffage urbain, s'il y a des solutions alternatives, on fait de plus en plus la promotion de ces solutions alternatives. Donc on a plusieurs dispositions là, qui visent encore à accélérer cette croissance de la géothermie et des pompes à chaleur. La première, c'est ENR Choix. Donc, c'est maintenant une dynamique dans laquelle on incite les porteurs de projets à rentrer, qui est de dire « je ne prends pas forcément la biomasse ». ENR Choix, c'est une sorte de merit order des énergies renouvelables. En commençant, on les force quelque part à regarder d'abord la récupération de chaleur fatale, puis le solaire, puis la géothermie, et s'il n'y a pas d'autre solution, la biomasse. Et ça, de petit à petit, on va imposer cette méthode. Ça veut dire, là, je m'adresse aussi aux énergéticiens qui sont dans la salle, quand voilà, des projets nous seront proposés, si la solution biomasse n'est pas justifiée comme étant la seule possible, voilà, on pourra retoquer des projets. On n'est pas dans le on-off, dans le fonds chaleur, on est beaucoup dans l'accompagnement des porteurs de projets, mais en tout cas, on va être beaucoup dans cette dimension d'accompagnement. Ça veut dire que la géothermie, là aussi, pourra ressortir. Il y a un dispositif nouveau qui s'appelle GeoBoost, un appel à projet GeoBoost qu'on a mis en place pour justement traiter le sujet des modèles d'affaires, des financements privés. La géothermie, ça coûte cher, l'investissement. Et donc, on a un sujet de gommer ce surcoût d'investissement, de trouver des modèles d'affaires qui vont permettre du tiers financement, etc., etc. GeoBoost, ça sert à ça sert à accompagner les études de faisabilité sur des modèles de financement innovants, soit de tiers financement ou autres, soit des études groupées, par exemple, il y a un sujet du plan de rénovation des écoles, c'est aussi une bonne solution à des cours d'école qui sont sans doute bien adaptés pour mettre des sondes géothermiques. Là aussi, si un département veut faire une étude groupée sur son parc, on pourra l'accompagner. Tout ça, ça permet de aussi agrandir le deal flow, donner de la visibilité aux porteurs de projets. Merci David. Alors on a déjà bien avancé effectivement donc, pour voir toutes les politiques qui accompagnent le développement de la pompe à chaleur en France et en Europe. Et avant qu'on vous passe la parole, je voudrais aussi qu'on voit un petit peu plus loin avec vous Stéphane Moser et Philippe Rivière, voir quelles sont les prochaines étapes au niveau européen. On sait que l'Europe est en transition. Bientôt ça va être la présidence hongroise qui va prendre le relais. Quelles sont les prochaines échéances éventuellement? Quels sont les prochains points de vigilance pour les filières pompe à chaleur? Merci, Monsieur Hacher. Donc, les prochaines étapes, c'est, je dirais, la mise en œuvre de ce qui a été maintenant convenu au niveau de législation Fit for 55, si je peux dire. Donc, ça demande beaucoup d'attention et de travail pour les États membres, pour la Commission, mais pour les parties prenantes aussi, parce qu'il y a, en principe, je dirais, tous les éléments déjà dedans, mais il faut les spécifier. Il faut consulter et créer un cadre de référence prévisible, stable, et pour mettre sur la bonne route la transition énergétique et bien sûr réduction des émissions de gaz à effet de serre et les autres aspects qui sont acceptés comme objectif, donc décarbonation complète jusqu'à 2050 et une progression ambitieuse, mais continuelle, mais aussi faisable, gérable d'ici 2050 via l'objectif pour 2030. Il y aura aussi un objectif à un certain moment à définir pour 2040. Donc ça, c'est un travail pour la prochaine législature au niveau européen pour avoir une idée au moins où est-ce qu'on veut aller aussi en 2040.
Plus spécifiquement sur les pompes à chaleur, ce qu'il faudra faire, et c'est quelque chose sur lequel Philippe peut encore élaborer, c'est éco-design et le label pour énergie, qui est très important. Mais je dirais plus largement pour le secteur bâtiment, donc il faut établir, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'attention, donc le plan national de la rénovation des bâtiments, parce que là on peut définir vraiment les priorités, définir aussi quels sont les défis, les barrières, comment est-ce qu'on va les surmonter. Quels sont les investissements à faire au niveau public, comment mettre ensemble le plus facilement et accessiblement, d'une manière la plus accessible les sources et les combiner avec le secteur privé. Quelles sont les capacités nécessaires pour la formation des jeunes surtout, mais aussi la reformation des professionnels qui sont déjà dans le secteur. Et aussi, comment est-ce qu'on peut soutenir mieux les citoyens, les citoyennes, avec des informations crédibles. Comme Madame Simio a dit, voir est-ce qu'il y a des idées reçues qui sont clairement fausses. Et comment est-ce qu'on peut donner des conseils spécifiques à ceux qui s'occupent d'un certain bâtiment, ou d'un parc immobilier, si c'est une entreprise ou une ville. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi renforcer les capacités des villes, des municipalités? Parce que, bien sûr, pour une grande ville, c'est relativement faisable d'établir leurs propres capacités, mais pour les petites villes, les municipalités, les villages, là, il faut voir comment est-ce qu'on peut organiser ça d'une manière peut-être regroupée au niveau régional ou plusieurs villes ensemble ou des villages ensemble ou même des centres de soutien qui pourraient envoyer des experts dans les petites villes, dans les villages pour faire un plan pour définir quelles sont les priorités pour ces entités-là. Et ça, c'est quelque chose qui devra se faire et se fera mieux au niveau donc, du plan national. Et au niveau européen, on va donc donner des recommandations, mettre ensemble aussi les experts des États membres, des parties prenantes, pour échanger les idées, ce qui marche, ce qui ne marche pas tellement, quelles sont les leçons à tirer, comment est-ce qu'on peut se soutenir mutuellement et aussi regarder est-ce qu'on fait suffisamment de progrès sur le chemin de transition, parce que bien sûr, si ce n'était pas le cas, il faudrait renforcer ou surtout aussi voir où ça marche mieux pour inspirer les autres États membres. Donc ça, c'est le travail à faire au niveau européen. Donc ça, mais au niveau législation, Philippe, peut-être tu peux encore... Donc sur les règlements produits, donc c'est des règlements qui s'appliquent à toute l'Europe de manière uniforme. Donc dans les cartons, on a pour plan de modifier la façon dont on fait l'étiquetage des systèmes de chauffage à eau, donc chaudière, pompe à chaleur, pour que effectivement aujourd'hui en fait on a des chaudières qui sont classe A et les pompes à chaleur qui sont A+, A++. Donc essayer de rendre tout ça plus clair en ayant effectivement les chaudières échelonnées quelque part pour que ce soit plus lisible. Donc, effectivement, donc commencer de refaire tout de A à G pour avoir les pompes à chaleur dans les principales classes, donc ce sera plus clair. Et aussi sur les systèmes RR, on essaie de mettre en place une étiquette commune avec le chauffage électrique, mais aussi avec tous les autres chauffages locaux pour mettre en évidence l'efficacité énergétique des pompes à chaleur et donc permettre le développement, pour permettre de remplacer du chauffage électrique et aussi des systèmes de combustion à bois ou de poêle. Donc, et donc là, c'est à quelle échéance ? Donc c'est des règlements qui doivent être votés par les États membres en 2025, donc qui commenceraient à s'appliquer 2026-2027. D'accord, donc à courte échéance. Merci beaucoup pour ces éclairages. François Deroche, est-ce qu'il y a des points de vigilance justement que vous voyez pour la filière de la pompe à chaleur, que ce soit au niveau français ou au niveau européen dans les prochains mois, les prochaines années ? Oui, effectivement, donc je vais revenir un petit peu sur la F-Gaz. Je vais en profiter pour faire passer quelques messages. Bon, le texte, il est applicable depuis le 11 mars. Donc, c'est vrai qu'il est contraignant pour l'industrie, mais
globalement, le calendrier laisse suffisamment de temps au R&D pour s'adapter quasiment sur tous les points, sauf 2 sur lesquels je vais revenir. Alors, effectivement, le fait de réduire en fait l'usage des HFC qui ont un fort pouvoir de réchauffement planétaire et de les remplacer par des hydrocarbures, c'est une bonne chose. Donc dans des PACARO, c'est pas trop contraignant puisqu'on peut confiner ces hydrocarbures à l'extérieur, dans le groupe extérieur. Donc ça c'est maîtrisable. Hein. Il y a des offres déjà des industriels qui sont très nombreuses et qui sont globalement bien maîtrisées. Il y a néanmoins quand même une interrogation qui demeure sur les pompes à chaleur RR, puisqu'on l'évoquait, c'est quand même un des enjeux de sobriété aussi, et également qui peuvent contribuer aussi à la flexibilité, parce que peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Marchal, les pompes à chaleur, nativement, elles sont toutes effaçables. On peut gérer la réduction de puissance à distance des pompes à chaleur, si tant est qu'on ait les outils qui le permettent. Voilà, donc ça c'était juste le petit message. Pour revenir sur la PAC RR, à partir de 2032 à 2035, pour les pompes à chaleur RR, donc split system inférieur à 12 kW, donc seront autorisés les réfrigérants avec un PRP, donc le pouvoir de réchauffement planétaire inférieur à 150. Donc ça autorise encore des HFC et des HFO dans cette catégorie-là. Mais à partir de 2035, il y a une interdiction complète d'usage des HFC et HFO. Et là, que faire ? Utiliser des hydrocarbures, véhiculer des hydrocarbures, donc c'est l'hydrocarbure, donc c'est du propane, c'est le fluide frigorigène R290. À l'intérieur du bâti, nous semble quand même être risqué. Donc il y a une question de sécurité des biens, enfin des personnes d'abord on va dire, et puis des biens qui doivent se poser quand même, il faut s'interroger par rapport à ça. Donc on sait que dans le texte, il y a ce qu'on appelle la clause de revoyure, tout au moins il y a la possibilité de discuter sur des safety requirements à partir de 2030 pour avoir des exemptions. Donc donc là c'est encore flou, mais il semble qu'il y ait des petites voix qui s'élèvent pour dire oui, mais ces exemptions on va les faire chantier par chantier. Donc imaginez un particulier qui demande une exemption pour installer un multisplit dans sa maison pour remplacer ses radiateurs électriques. C'est inenvisageable, ce ne sera pas gérable. Voilà. Donc ça ne contribuera pas à la simplification. Non, je ne pense pas. D'autre part, on peut regretter également le manque d'encadrement des hydrocarbures, comme fluide frigorigène, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une attestation de capacité pour faire l'acquisition de ces équipements-là. Donc c'est la porte ouverte aux écodélinquants. N'importe qui va pouvoir acheter une pompe à chaleur contenant du R290 sur Internet, avec les risques derrière que ça peut engendrer. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça, dans l'évolution de la réglementation. Et puis, il y a un deuxième point, c'est le règlement REACH qui est amené à évoluer, qui va être en discussion 2027 ou 2028, enfin, je n'ai pas trop le calendrier en tête. Alors REACH, il vise c'est un règlement européen pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Et notamment, sont concernés les fluides frigorigènes, notamment les HFO. Alors actuellement dans le règlement REACH, les HFO, alors oui, parce que le sujet c'est les PFAS, on entend beaucoup parler en ce moment, ces fameux polluants dits éternels, mais ils ne le sont pas tous, donc il y a énormément de PFAS qui sont utilisés dans l'industrie. Actuellement les HFO, les PFAS qui sont contenus en fait dans les HFO sont enregistrés dans le règlement REACH étant ni persistants, ni bioaccumulables et ni toxiques. Si jamais une interdiction de tous les PFAS utilisés venait à voir le jour, on a un risque majeur pour toute l'économie de la décarbonation. Parce que l'efficacité énergétique de nos équipements de pompe à chaleur utilise ces molécules en fait dans des organes nécessaires à l'efficacité énergétique des pompes à chaleur, les compresseurs, les joints, les 24 voies qui pilotent en fait c'est l'organe, on va dire, moteur de la production de chaleur. Donc voilà, donc, petite inquiétude et petite vigilance à avoir dans les positions françaises et voire même européennes pour pas faire en sorte que ça devienne une catastrophe. Voilà, merci. Philippe Rivière.
Juste pour rebondir sur ce dernier sujet, donc pour l'instant c'était une demande de 5 États membres d'ouvrir une enquête sur les PFAS, pour voir si c'était possible effectivement de mettre en place, nécessaire de mettre en place une interdiction, mais donc ils ont reçu un certain nombre de commentaires sur le projet qui sont en train d'être analysés d'un point de vue scientifique. Et donc le processus législatif derrière la Commission n'a pas encore commencé. Donc c'est pour plus tard. Et bien sûr, ça tiendra en compte de ce qu'il y a déjà en place comme législation auparavant, les F-gaz, les F-gaz énergétiques, etc. Merci pour la précision. David Marchal, peut-être quelques éléments par rapport à ce que François Deroche disait, avant qu'on passe le micro. Non, mais j'ai pas forcément d'éléments techniques, mais je pense qu'on peut aussi faire confiance à l'innovation. Hier, on entendait le président Obama là, au salon Power Summit hier soir là, qui disait la norme, c'est quand même un outil intéressant, puisqu'en règle générale, une fois qu'on a fixé une norme, l'innovation fait son chemin et très rapidement on trouve des solutions. Donc je dis pas que ce sera pas possible, hein, mais voilà, avec un PRG de 150, effectivement, je pense qu'on peut quand même souhaiter une amélioration, limiter leur utilisation, et puis peut-être également compléter par un point que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est tout l'accompagnement sur le volet industrialisation en France qu'on peut aussi avoir à l'ADEME, puisqu'on est opérateur France 2030. Donc il y a le sujet effectivement de l'accompagnement de l'industrialisation, et avec le C3IV qui a été cité par Diane tout à l'heure, donc crédit d'impôt, nous on valide en fait les déclarations que les industriels font sur le fait que leur équipement, parce qu'en fait c'est possible d'avoir un crédit d'impôt à la fois pour l'usine qui assemble, mais également pour les équipements qui rentrent dans la fabrication des pompes à chaleur. Donc on est l'opérateur qui valide le fait que l'équipement rentre bien dans la chaîne de valeur des pompes à chaleur pour le C3IV. Très bien, merci à vous. Alors nous avons une question au fond, alors n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Franck Adamayer, je suis le président de Sonergia en finance des travaux d'économie d'énergie à travers les C2E et MaPrimeRénov'. Madame Simu, vous nous avez dit que vous avez accompagné Bruno Le Maire ce lundi à Buc, et je trouve que Bruno Le Maire a fait une intervention extrêmement intéressante, notamment sur la lutte contre la fraude. Et je pense qu'il y a que je suis même sûr qu'il n'y a que des acteurs extrêmement sérieux dans la salle. Et je crois pouvoir affirmer que c'est extrêmement dur de vendre une pompe à chaleur Hero avec un reste à charge de 5, 6, 7 000 euros, alors qu'en face, il y a des fraudeurs qui vendent une rénovation globale à travers le coup de pouce à 1 euro et en incluant une pompe à chaleur. Et je pense que c'est un des freins à la massification de pompes à chaleur de qualité installées en France. Bruno Le Maire a dit qu'il voulait vraiment lutter contre la fraude, et surtout qu'il était important de ne pas donner l'argent et du coup de mieux contrôler avant de donner l'argent, parce qu'il est extrêmement dur de le récupérer. Mon interprétation personnelle, c'est qu'il demande à la DGEC de faire un moratoire et donc de ne plus délivrer de certificat d'économie d'énergie sur la fiche rénovation globale. Du coup, j'ai 3 questions pour vous. Est-ce que c'est votre interprétation, la mise en place de ce moratoire ? Est-ce que vous allez le mettre en place, et surtout, est-ce que vous allez communiquer rapidement sur cette mise en place, et pourquoi pas dans les quelques secondes à venir ? Merci. Je ne suis pas sûre que ce soit une question qui soit directement en relation avec les pompes à chaleur, mais je vais vous répondre quand même. Donc, vous le savez, la lutte contre la fraude, et on a eu l'occasion d'en parler, c'est une priorité des ministres, c'est une priorité de la DGEC. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est effectivement, depuis la mise en place de la MICAF, la mission de coordination anti-fraude, on travaille extrêmement bien avec les autres administrations pour essayer de recouper toutes les informations à notre disposition, effectivement changer un peu la doctrine sur le fait de ne pas délivrer les certificats d'économie d'énergie tant qu'on n'a pas levé les doutes. Donc ça, c'est un point qui est effectivement extrêmement important. Pour autant, ce n'est pas un moratoire sur la délivrance des C2E de la barre TH 164, hein, mais c'est que tant qu'on a des doutes, on ne délivre pas les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est l'interprétation qu'on a, nous, à la DGEC, au pôle national des C2E. Et effectivement, cette lutte contre la fraude, c'est aussi extrêmement important, on le sait bien, pour tous ceux qui font bien.
et ça, c'est un point qui est essentiel pour nous, c'est s'assurer que c'est protéger tous ceux qui font bien leur métier aujourd'hui et qui sont confrontés à cette concurrence déloyale de la part de fraudeurs. Et donc, c'est extrêmement important qu'on lutte efficacement contre cette fraude. Une autre question, je crois, à proximité. Bonjour, société SWEP, Monsieur Chapelle. Moi, j'ai une question qui est un peu dans le même sens, mais ce ne sont pas des fraudeurs. Je vais profiter de la présence de Madame Simiou et de Monsieur Moser et de Monsieur Rivière. Nos industriels, aujourd'hui, ont beaucoup de choses à faire pour pouvoir arriver aux objectifs. Des investissements à faire, lourds. Comment protège-t-on au niveau national, mais plus large au niveau national, par rapport à une concurrence asiatique, par exemple, qui pourrait nous pénaliser sur ces marchés? Merci. C'est une préoccupation qui est extrêmement légitime. D'ores et déjà, dans le cadre de la négociation sur le Net Zero Industry Act, la France a obtenu qu'il y ait le moyen de réorienter la demande de packs vers des packs qui soient produits en Europe, notamment en France, notamment pour ce qui concerne la commande publique. Donc ça, c'est un levier qui est pour nous extrêmement important. Et puis, dans le plan 1 million de packs qui sera détaillé prochainement par les ministres, il y aura certainement d'autres annonces qui iront dans le sens d'encourager la production en France, au-delà de ce qui est déjà mis en œuvre avec le crédit d'impôt, pour pouvoir réorienter plus fortement vers la production européenne et nationale. Monsieur Moser. Alors, effectivement, les micros sont partis dans la salle, mais voilà, il y en a encore un qui est sur l'estrade, heureusement. Donc, comme Madame Simiou a dit, donc, le Net Zero Industry Act, si on peut utiliser la terminologie anglaise ici, est très important. La politique énergétique et climatique crée une forte demande. Donc, l'accent est sur le déploiement. Et bien sûr, on a tout intérêt en Europe de nous assurer que notre industrie puisse jouer son rôle. Les politiques éco-design et energy labeling en particulier, donc les dossiers de Philippe, sont utiles pour renforcer donc, l'accent sur la qualité et la bonne information par rapport au prix, parce que c'est souvent qualité-prix qu'il faut comparer, et pas uniquement le prix. Et donc, souvent, les produits venant de l'extérieur, du marché mondial, sont très compétitifs sur l'aspect prix, mais pas nécessairement qualité. Donc là, ça, c'est une préoccupation qu'on essaye de tenir en compte dans le design, dans la rédaction des textes éco-design, pour avoir la meilleure information possible pour les investissements, pour le choix et les décisions des consommateurs. Et Philippe on essaie aussi d'aider les États membres à renforcer la surveillance de marché pour vérifier justement les caractéristiques des produits, qui est effectivement un point très important vis-à-vis de la concurrence déloyale aux frontières. Et comme Madame Simiou dit, donc, il y a des objectifs stratégiques d'avoir une certaine, je dirais, utilisation de produits faits en Europe. Donc, il y a la possibilité pour les États membres aussi de définir les critères dans les marchés publics, par exemple. Aussi mettre l'accent sur la qualité, mais aussi regarder d'une manière détaillée ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut mettre en place. Et là, dans les marchés publics, on peut aussi imposer des critères verts et aussi, donc, je dirais, production européenne, au moins de certains taux minimum de production européenne. Hein, donc. David Marshall. Oui, peut-être juste
apporter une précision sur le sujet, sur le fait qu'il faut bien prendre en compte la spécificité de chaque produit. À l'ADEME, effectivement, on travaille sur ces sujets d'affichage environnemental et du lien entre le coût environnemental d'un produit et le fait qu'on puisse s'appuyer dessus pour avoir une politique de souveraineté ou de mise en place d'incentives. On a contribué à la mise en place l'année dernière du bonus sur les véhicules électriques, avec un système de calcul qui permet, dans un formulaire assez simple, d'avoir une évaluation carbone du véhicule et ce qui ensuite permet ou pas d'accéder au bonus véhicule électrique. Donc, effectivement, ça peut être source d'inspiration sur les pompes à chaleur. Simplement, il faut avoir en tête qu'une PAC, les premiers calculs qu'on peut faire, c'est que les émissions carbone d'une PAC, c'est quand même principalement à l'utilisation, beaucoup plus qu'à la fabrication. Donc voilà, le parallèle ou la transposition directe du système de bonus doit se faire en prenant en compte aussi les spécificités de chaque filière, et notamment le fait que les compresseurs, etc., il y a quand même beaucoup de composants des pompes à chaleur qui ne sont pas aujourd'hui fabriqués en France ou en Europe. Fabriqués chez nous. Une autre question? Il y avait pas une question en face d'abord? Allez. Oui, j'aurais deux points à aborder. David Bonnet, président d'honneur de l'AFPAC. D'abord, je voudrais remercier Madame Simiu pour son intention et sa volonté de développer une information sur les pompes à chaleur. Ça manque beaucoup aujourd'hui. On va avoir enfin la pompe à chaleur expliquée au nul. C'est une excellente chose. Le deuxième point, ça concerne Monsieur Marchal. On a beaucoup parlé de nos relations et du travail que font les ministères sur le développement des énergies renouvelables et principalement des pompes à chaleur. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi au terrain et je voulais lui demander quel était son sentiment quand, au niveau du NADIL, on ne retrouve pas les pompes à chaleur dans les solutions énergie renouvelables. A priori, alors, déficit de connaissances sur la pompe à chaleur et ses potentialités. Oui, enfin, je pense aujourd'hui tout le réseau ANIL, ADIL, anciennement Espace Info Énergie, est rassemblé dans ce qu'on appelle France Rénov sous l'égide de l'ANA. Donc l'ADEME se retire petit à petit de ce sujet-là, mais je veux dire, les conseillers sont formés et les solutions, enfin dans les guides de l'ADEME, la pompe à chaleur fait partie des solutions d'énergie renouvelable. Donc écoutez, il y a des cas particuliers sans doute, mais je n'ai pas plus d'informations. A priori, peut-être un peu. Alors, d'accord, bon, étonnant. Voilà. Après, on sait que la pompe à chaleur n'est pas forcément la solution universelle, notamment dans le bâtiment collectif, dans le bâtiment collectif chauffé en individuel, où là, aujourd'hui, c'est encore compliqué de déployer des pompes à chaleur. Mais bon, j'ai pas d'autre explication que ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, peut-être un point de vigilance de ce point de vue-là, effectivement, est-ce que la formation des accompagnateurs est bien au niveau? Monsieur, sur la droite de la salle. Pascal Poggi pour Batirama. Les projections de marché sur les pompes à chaleur présentées il y a quelques minutes là, font une place encore très importante au PAC RR. Pourtant, dans la F-Gaz, à partir du 1er janvier 2029, on ne peut plus utiliser de fluide avec un PRP supérieur à 150 dans des systèmes RR. Donc je me demandais à quel fluide vous songiez. François de Roche. Eh bien oui, c'est une bonne question. Donc il y a des molécules qui existent. Il y a le 454 qui a un PRP de 148. Donc on sait qu'il y a pas mal d'industriels qui travaillent sur ce sujet-là. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres. Sans rire. L'innovation. Voilà. Oui, une autre question. Et on en prendra peut-être encore une après, et après sera le temps de la pause. Monsieur. Bonjour, mon nom est Oliver Young, je suis le secrétaire général de GCP Europe, qui est l'association européenne du génie climatique et de la plomberie. Nous sommes en train de préparer nos priorités pour la future Commission européenne et aussi dans le cadre des élections européennes. Et par rapport au thème aujourd'hui qui est proposé, donc les politiques de décarbonation, il y a beaucoup d'éléments, bien sûr, qui ont été mentionnés, que nous partageons. Il y a peut-être un point qui nous paraît important, qui n'a pas été mentionné, ça concerne les enjeux de la digitalisation du secteur. Donc, nous, il nous semble qu'en mettant
mettant l'accent sur la digitalisation, on peut répondre à plusieurs besoins. La digitalisation permet d'une certaine manière d'encadrer la question du manque de main-d'œuvre. La digitalisation permet aussi, d'une certaine manière, d'intégrer différentes politiques à différents niveaux, permettant, via certains outils, de faciliter le reporting. Et puis aussi, ça permet d'offrir, la législation permet d'offrir à l'utilisateur final, finalement, une combinaison entre plusieurs technologies, entre plusieurs marques, et donc au final un meilleur service, et donc la solution optimale, la réduction d'énergie optimale. Donc voilà, voilà ce que nous en pensons, mais j'aimerais bien savoir ce que les panélistes pensent de l'importance de la digitalisation pour la décarbonation du secteur. Merci. Alors c'est plus une contribution effectivement au débat qu'une question à proprement parler. Néanmoins, effectivement, s'il y a des éléments de réponse, de réaction. Alors, la digitalisation, elle est en œuvre, déjà au niveau de l'industrie des pompes à chaleur. Toutes les packs maintenant sont connectées, donc il y a l'IoT qui intègre les pompes à chaleur. Il y a des services qui se développent, qui sont proposés auprès des usagers. On peut, par exemple, envisager de la maintenance prédictive, c'est-à-dire éviter des déplacements des techniciens, dépanner ou régler une loi d'eau à distance. Tout ça, c'est déjà en œuvre. On peut aller encore certainement beaucoup plus loin avec des échanges d'informations cloud to cloud avec d'autres industriels via des API. Voilà, il y a des choses qui se font. C'est pas encore généralisé parce que ça demande quand même un développement R&D assez important sur chacun des industriels pour les rendre compatibles. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il y a certainement des choses à envisager à moyen terme à ce sujet-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors rapidement, parce qu'on est déjà bien avancé sur le temps qui nous est imparti, mais allez-y, Monsieur Moser, je vous en prie. Non. Merci beaucoup. La digitalisation est extrêmement importante. L'intelligence donc des systèmes, smartness. Donc on prépare aussi un code de conduite sur l'interopérabilité. Donc les différentes applications doivent parler l'une avec l'autre, avec le système plus large. Les bâtiments aussi doivent être beaucoup plus interactifs avec le système énergétique. Pour ça, on a l'outil du Smart Readiness Indicator déjà établi dans la directive actuelle, mais renforcé par la nouvelle directive, la directive révisée sur les bâtiments. Et donc, ça, c'est un aspect extrêmement important. Donc, la réponse, l'interaction des consommateurs des bâtiments avec le système plus large, l'automatisation des bâtiments, des contrôles des bâtiments qui servent bien sûr à établir ou à assurer le confort, mais aussi l'intelligence de l'utilisation de l'énergie dans les deux directions. Donc, consommation d'énergie, mais aussi stocker l'énergie sur le site ou donner de l'énergie vers le système énergétique pour le stabiliser, pour réduire les coûts pour le réseau et optimiser l'interaction avec les autres joueurs à un certain moment, réagir à des signaux de prix. Donc, ça se connecte avec l'organisation du marché. Mais on a vu aussi qu'il y a souvent des enjeux, donc des trade-offs, des pour et contre, PFAS, F-gaz, mais aussi comment organiser le système énergétique, quels sont les différents objectifs. Donc, ça demande souvent une observation très étroite et précise, et si on doit corriger, réviser à un certain moment, et tenir en tête les différents enjeux et énergies, mais aussi parfois des contradictions. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre à un certain moment, mais il faut toujours être vigilant pour voir quel est l'équilibre optimal. Bien sûr, il y a toujours les aspects données, sécurité des données, protection des données, cybersécurité, qui est un enjeu à prendre en tête aussi quand on parle de digitalisation, mais c'est quelque chose qu'il faut résoudre et on ne cesse jamais à apprendre et sur le chemin à apprendre encore. Voilà. Dernière question.
très très court. Bonjour à tous, moi je suis Cyril Radici, je suis le directeur général du SINASAV. On a entendu de très belles choses. En termes de projection, on a vu que dans 10 ans, on a un marché des pompes à chaleur qui va être multiplié par 3. Une remarque côté expert de la maintenance, on voit qu'aussi il y a un enjeu à décarboner, mais cet enjeu de décarbonisation, on réussira, on transformera l'essai si on arrive à maintenir et à mettre en service correctement ces pompes à chaleur. Et c'est là où l'enjeu est important parce que c'est un équipement, vous l'avez dit, qui coûte beaucoup d'argent pour le client final. Et notre enjeu, ça va être de réussir à maintenir les performances de ces équipements un peu plus sensibles que les chaudières aujourd'hui. Voilà. Et pour ceux qui prévoyaient de partir en fin de matinée, on aura une belle intervention du président du SINASAV cet après-midi à 14h sur le sujet. Voilà. Merci à vous. Concernant la maintenance, mais effectivement, je valide tout à fait le postulat. C'est vrai que les courbes qui étaient montrées tout à l'heure posaient la question du recyclage et du traitement des pompes à chaleur en fin de vie qui seront remplacées à terme. Mais c'est un autre sujet qui ne fait pas partie des sujets qui seront abordés aujourd'hui, mais effectivement la maintenance, on y reviendra dans la journée. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde, tous et toutes. On peut les remercier.